Bonjour et bienvenue dans votre podcast Énergie en clair, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Je suis Romain Dargent, délégué fédéral en charge des questions européennes et internationales, et c'est aujourd'hui avec André Palus, secrétaire national en charge des affaires publiques et institutionnelles, que nous allons échanger. Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Dans cet épisode, on va parler du point central de notre système électrique, le réseau. Avant de rentrer dans le détail, permettez-moi de faire un clin d'œil à toutes celles et ceux qui nous écoutent, pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux. Nous sommes très heureux de vous partager notre travail et ravis des retours que vous nous faites. N'hésitez pas à relayer nos podcasts, les partager, en parler à la machine à café et même à votre entourage pour parler de nos métiers. Donc, pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, plus précisément, on va parler des réseaux électriques européens. Mais pourquoi maintenant ? Eh bien, parce qu'il y a de l'actualité. La Commission européenne a lancé un appel à contribution pour préparer un futur paquet législatif baptisé Réseau européen. Objectif affiché, moderniser, étendre et mieux planifier nos réseaux. Et au regard de l'importance de ce sujet, bien sûr, la CFE y a répondu. Alors, quels sont les enjeux derrière ces réseaux ? Pourquoi cela impacte directement nos factures, notre sécurité d'approvisionnement et même l'avenir de l'industrie en France ? Le message que l'on a souhaité passer avec André, c'est accélérer, oui, mais sans déraper et au bon niveau de décision. On va décoder tout ça ensemble, on va revenir sur le travail effectué par notre syndicat et en particulier Hervé 4 Livres, notre expert en la matière. Promis, on évite le jargon. Allez André, c'est parti. Parfait. Et Romain, si tu me le permets, avant toute chose, on va expliquer deux notions techniques. Il existe le réseau de transport et le réseau de distribution. Ce sont deux choses différentes et complémentaires. Et puisque tu parlais de dérapage, on peut même comparer avec le réseau routier. Le transport, RTE, chez nous en France, c'est l'électricité très haute tension, ce sont nos autoroutes. C'est pour acheminer l'énergie des grandes centrales de production, ou bien des frontières vers les régions, ou bien encore les très gros consommateurs. La distribution, Enedis, et les entreprises locales de distribution pour la France, nous en avons environ 130, qui alimentent 2,5 millions de clients, ce sont nos routes locales qui desservent les villes et les villages. C'est la moyenne et la basse tension, les raccordements qui viennent jusqu'à notre domicile, les petites entreprises, les commerces. Mais il faut aussi le savoir, ce réseau assure le raccordement de la multitude des petites installations solaires et éoliennes. Ah merci André, c'est très clair. Bon, première question. Pourquoi on en parle maintenant ? Les réseaux, c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui pousse la Commission à mettre un gros coup de projecteur sur ces réseaux ? Eh bien, Romain, on est en train de changer de monde énergétique. On veut électrifier de plus en plus d'usages, intégrer beaucoup de solaire et d'éolien et décarboner l'économie. Mais il y a un problème majeur. Les réseaux n'ont pas été conçus pour ça. Résultat, des défis techniques se créent autour de la stabilité, on voit des congestions locales, des coûts de redispatching. En gros, lorsqu'il y a trop d'électricité produite localement par les producteurs intermittents et lors qu'elle n'est pas consommée, elle doit remonter vers le réseau de transport de RTE. Ça crée des congestions, ça augmente les coûts et surtout, cette instabilité menace la sécurité du système électrique. Et soulignons que cela se produit de plus en plus. Pour ce qui est de l'Union européenne, en résumé, elle dit qu'il faut moderniser, planifier mieux et plus vite, y compris en raccourcissant les autorisations. À titre d'information, aujourd'hui, un projet de transport d'électricité, c'est 10 à 15 ans pour que ça sorte de terre. Enfin, à l'échelle européenne, il n'y a pas assez d'interconnexions pour absorber toute la production renouvelable. Résultat des files d'attente, là aussi de la congestion, et des coûts qui finissent sur la facture des consommateurs. Donc, si je résume, ce qu'on comprend, c'est que sans réseau qui tient la route, pas de transition énergétique. Exactement. Et c'est ce que la CFE Énergie explique depuis pas mal de temps, et c'est aussi désormais ce que la Commission européenne semble enfin comprendre. Il faut moderniser, accélérer et mieux planifier les réseaux. Après, la question c'est comment et presque pourquoi faire. Ah, le comment. Justement,
On le disait, la CFE Énergie a répondu officiellement à la consultation européenne. C'est un document qui est public et que chacun peut consulter. Il est assez technique. Mais André, en gros, c'est quoi notre position? Et oui, tu l'as dit, c'est technique et ce n'est pas un simple exercice que de te répondre rapidement. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on partage l'objectif: décarboner, sécuriser l'approvisionnement et maintenir une énergie abordable. Mais nous soulignons quelques points de vigilance. Par exemple, la Commission veut centraliser la planification des réseaux de distribution au niveau européen. Or, ces réseaux-là, ce sont des réseaux locaux, financés directement par les consommateurs via le TURP. Pour mémoire, le TURP, c'est le tarif d'acheminement qui est payé par tous les consommateurs en France. Ce n'est pas le prix de l'électricité, mais ça fait partie de la facture. Bref, nous alertons sur cette centralisation excessive qui se ferait forcément au détriment des réseaux ancrés dans les territoires. Les réalités techniques et économiques sont différentes d'un pays à l'autre et même d'un territoire à l'autre. On ne peut pas gérer cela depuis Bruxelles. Il y a des caractéristiques régionales et locales dont il faut tenir compte. Ah, et ça fait appel à un des fondements de l'Union européenne, le principe de subsidiarité. En clair, si l'Europe doit coordonner, et nous en avons besoin, elle ne doit pas tout gérer, tout décider toute seule. Les décisions doivent être prises au bon niveau, au plus proche des réalités locales, et en lien avec les citoyens. Ça, on y tient. Effectivement, Romain, et tu fais bien de le préciser. Un autre point majeur de la réponse que la CFE a formulée, c'est la question des procédures administratives. Bruxelles veut les simplifier. Bonne ou mauvaise idée? L'intention est bonne, oui, il faut réduire les délais. Mais la CFE Énergie dit attention à ne pas sacrifier les évaluations environnementales et la concertation locale. Ces procédures, ce n'est pas du papier inutile, c'est ce qui garantit que les projets sont acceptés sur le terrain. Les supprimer, ce serait prendre le risque de vives contestations. En France, par exemple, on a la Commission nationale du débat public. Même si ce dispositif fait l'objet de critiques et peut être amélioré, il permet de confronter les points de vue et de renforcer la légitimité des projets. Nous sommes d'ailleurs présents sur de très nombreux débats publics et nous déposons des cahiers d'acteurs pour éclairer nos positions et questionner la maîtrise d'ouvrage de ces projets. Ah oui, ça fait partie des missions de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. On pourra, à l'occasion d'un nouvel épisode, revenir sur ces missions qui sont passionnantes. Bon, ensuite, je crois savoir que Bruxelles insiste beaucoup sur les interconnexions entre pays. On en pense quoi? Est-ce que c'est une bonne idée? Et y a-t-il un risque associé? Alors là, Romain, il y a un vrai débat sur la scène européenne, chacun regardant cette question en lien avec ses propres intérêts. Sur le papier, plus d'interconnexion, c'est plus de solidarité. Mais dans la pratique, si un pays a énormément de solaire en journée, il exporte, et cela conduit à faire baisser les prix de marché. Mais quand il manque d'électricité la nuit, par exemple, alors ces prix flambent et tirent les nôtres vers le haut. C'est le cas, par exemple, avec l'Allemagne. La CFE Énergie dit gardons les interconnexions pour assurer une vraie solidarité entre les pays comme lors du blackout ibérique d'avril dernier, pour lequel la France a aidé au rétablissement du réseau espagnol. En revanche, la multiplication des interconnexions présente un vrai risque: la contamination de nos réseaux par les déséquilibres liés au réseau des autres pays. Un autre risque, c'est la destruction des prix. On l'a vu sur les années 2024-2025, des prix négatifs l'été en journée, puis très élevés la nuit ou durant l'hiver dans plusieurs pays. Résultat, on perd notre souveraineté énergétique car tout se répercute chez nous. Alors, excuse-moi, juste pour les non-électriciens première langue. Oui, les prix négatifs sur le marché, ça existe. Je comprends, ça peut faire bizarre. Mais ça veut dire que les producteurs paient pour écouler leur électricité, parce qu'il y en a trop au même moment. Et si j'ai bien suivi, c'est plus intéressant pour eux de payer que d'arrêter leur production. C'est étonnant. Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce point? Très bonne intuition. Je vais essayer d'éclairer ça simplement. Quand on dit que le prix est négatif sur le marché de gros de l'électricité, ça veut dire qu'il y a à ce moment-là trop de production par rapport à la consommation. Normalement, ça devrait pousser les producteurs à arrêter leurs moyens de production. Mais ce n'est pas aussi simple. Certaines centrales
ne peuvent pas s'arrêter et redémarrer facilement. C'est long, coûteux, c'est un problème d'inertie et ça peut aussi user l'installation. Donc, elles continuent à produire même si le prix est temporairement négatif. Des producteurs d'énergie renouvelable, éolien, solaire, qui disposent d'un contrat avec l'État de type obligation d'achat, touchent un tarif garanti, quelle que soit la situation du marché. Même si le prix est négatif, ils sont rémunérés sur leur production, donc pour eux, ça reste rentable de produire, même avec des prix bas ou négatifs. Mais finalement, à cause de cette notion de tarif garanti, c'est la collectivité qui paye, via les impôts et via les factures. Ah merci, c'est très clair. Donc, si je comprends bien, s'agissant des interconnexions, la CFE dit oui, mais pas pour importer les problèmes des voisins, c'est ça? Exactement. Elles doivent rester des outils de solidarité, pas des vecteurs de dumping énergétique. Enfin, il faut aussi tirer les leçons de ce qui s'est passé en Espagne au mois d'avril. Nous avons eu des conséquences, mais elles ont été limitées au sud de la France, à Golfech ou dans les Pyrénées-Atlantiques. Grâce à la structure du système électrique français et au mécanisme de protection de RTE à la frontière. Ah oui, c'est sûr. On en a d'ailleurs parlé dans un podcast dédié. Il est disponible partout en ligne. Un autre sujet clé, le stockage. On entend partout, le stockage va sauver le système. On est d'accord avec ça? La CFE Énergie est claire, le stockage est indispensable, mais pas aux frais des ménages. Quand on développe massivement des énergies non pilotables, éolien, solaire, elles doivent contribuer au coût du stockage qui rend possible leur intégration. Et côté marché, on voit que les opérateurs de stockage veulent s'installer là où c'est rentable, pas forcément là où le système en a le plus besoin. D'où l'idée, responsabiliser les producteurs et réfléchir au bon modèle de financement. Bah ça paraît logique, oui. On va pas faire payer aux familles françaises la facture pour un modèle qui finalement ne profite qu'à certains producteurs. Oui, exactement. Chaque moyen de production présente des avantages et des inconvénients et doit en assumer les conséquences. On attend du nucléaire qu'il gère ses déchets et en assure les coûts de traitement associés sur le très long terme et c'est normal. De même, les producteurs d'énergie intermittente doivent assumer le développement et le financement des dispositifs pour résoudre leur variabilité. Oui. Et pour finir, André, on peut peut-être parler des différentes filières ainsi que de leur place. On a quand même l'impression qu'il y a un biais. Tous les regards ne sont-ils pas portés que sur l'éolien et sur le solaire? Pourquoi cette question est centrale? Eh bien parce que le système électrique, ce n'est pas que des panneaux solaires et des éoliennes. D'ailleurs, tu le sais très bien, la France a deux piliers industriels bas carbone, nucléaire et hydraulique. Ils sont pilotables, stables et déjà décarbonés. Or, trop souvent, on les relègue au second plan alors qu'ils sont essentiels pour équilibrer le système et protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. À ce titre, la CFE Énergie rappelle le principe de neutralité technologique. Toutes les filières bas carbone doivent être traitées équitablement, sans passe-droit, pour l'une ou l'autre. Merci André pour toutes ces explications. Le sujet n'est pas simple, mais on a déjà fait un premier tour d'horizon, mais peut-être qu'on y reviendra vu la complexité du sujet. Donc, si on résume, nous vivons en Europe une transformation énergétique totale, mais nous ne pourrons rien faire sans un réseau électrique adapté. Sans réseau, pas de transition. Et en 5 points clairs, on pourrait résumer notre réponse à la consultation de la Commission européenne ainsi. D'abord, oui à l'accélération, non au coupe-circuit sur l'environnement et la concertation. Ensuite, oui à la coordination européenne, mais non à la centralisation de la distribution. Oui aux interconnexions solidaires, mais non à l'importation des déséquilibres. Oui au stockage, à la flexibilité, mais non à la facture pour les ménages. Enfin, équité entre filières et neutralité technologique. Le nucléaire et l'hydraulique ne sont pas optionnels pour un système stable et abordable. Merci Romain, c'est un super résumé. La CFE Énergie soutient les grands objectifs européens, mais elle dit
attention à ne pas centraliser à outrance. Attention à ne pas sacrifier l'acceptabilité sociale et attention à l'équité entre les filières. Il faut aussi, je le rappelle, même si nous l'avons abordé dans le podcast sur le blackout ibérique, responsabiliser tous les producteurs, y compris les renouvelables, sur la programmation, sur les pentes de puissance et sur la contribution à la sécurité du réseau. C'est bon pour le système, équitable pour toutes les filières et protecteur pour les consommateurs. Ah, c'est très clair. Tout le monde doit avoir les mêmes règles. Merci de nous avoir écoutés, merci André. On espère que vous apprécierez ce format un petit peu plus complet. C'était Énergie en clair avec Romain Dargent et André Palu, le podcast de l'équipe Affaires publiques de la CFE Énergie. Merci également à Hervé 4 Livres, notre expert, pour son aide précieuse. Nous vous donnons rendez-vous très vite sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Apple Music ou encore SoundCloud. Vous pouvez vous y abonner pour ne rien louper. N'hésitez pas à revenir vers nous en cas de questions et à bientôt.